now going to have a look at the French offshore wind energy market with you, Jules Nissen. You're the president of the French Renewable Energy Trade Association. And you'll be telling us about the French piece of the offshore wind puzzle. Is it working? Hello? You listen to me? Hello. Hello, Liza. Hello, everybody. I've prepared some word in English, but after discussing with Sabrina, it may be better to do it in French, if you don't mind, and you will see why. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir réservé un espace d'expression dans un moment politique un peu particulier que traverse notre pays et qui nous a conduit à décaler l'événement qui s'appelle Assises des énergies marines renouvelables et qui était prévu à Saint-Nazaire hier, qu'on reportera à la fin de l'année, puisque cet événement est une tribune politique et que tous les politiques qui devaient y participer sont tenus aujourd'hui à un devoir de réserve. Alors, le syndicat des énergies renouvelables a un devoir de neutralité politique, mais ça n'oblige pas à se résigner à être silencieux. Surtout quand j'écoute ce qui a été dit par Wind Europe tout à l'heure. Donc je pense que ce qui se passe est quand même suffisamment important pour rappeler ici un certain nombre d'évidences au nom de l'ensemble de la filière. Je voudrais saluer Pierre Pesson, qui est le président de la commission éolien offshore du CER, et son vice-président Frédéric Grisot des Chantiers de l'Atlantique. Je voudrais saluer Marc Lafosse, qui préside la commission des énergies marines renouvelables, et Guillaume Gréau, à ses côtés, qui nous rappelle tous les jours qu'il n'y a pas que l'éolien offshore, mais aussi l'hydrolien dans les énergies marines renouvelables, et puis aussi d'autres énergies qui ont été rappelées à l'instant. Je voudrais surtout saluer très chaleureusement Anne-Catherine de Tourtier, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, parce qu'elle est en déplacement à l'étranger. Je l'ai eu hier au téléphone. On travaille main dans la main avec France Renouvelable, avec Anne-Catherine. On fait ce travail depuis des années avec le gouvernement pour construire un secteur de l'éolien offshore en forte croissance, avec beaucoup d'ambition, et qui repose sur une forte industrie française et européenne. Et jusqu'à présent, tout ça a fonctionné, avec des hauts et des bas, mais plutôt bien, parce que tout ça a pu s'appuyer sur une volonté politique extrêmement forte. Et cette volonté politique, ça a été rappelé d'ailleurs tout à l'heure, c'est le point clé du succès. La France a choisi de développer massivement l'éolien offshore, comme vous le savez, avec 18 gigawatts connectés en 2035, et plus globalement, un objectif de 50 gigawatts à l'horizon 2050, 45 sur l'éolien offshore et 5 sur l'hydrolien. Aujourd'hui, on est à 1,5 connecté. L'objectif, c'est 50. 1,5 à 50, ça donne une idée de la marge qui est à franchir. Alors, pour essayer de réussir ce pari, la filière, le gouvernement ont signé un accord sur l'éolien en mer, le pacte éolien en mer en 2022. Et grâce à cet accord, grâce à cet engagement réciproque de l'ensemble des parties prenantes, on a beaucoup avancé. Alors, je ne vais pas tout citer, mais je voulais quand même citer quelque chose au pluriel ici, parce que certains ont parfois tendance à oublier ce qui est déjà derrière nous et qui permettra de construire le futur. Alors, ce qui est déjà fait, c'est d'avoir commencé à structurer une industrie en France. 4 usines sur les 12 que compte l'Europe pour fabriquer des nacelles et des pales. C'est les Chantiers de l'Atlantique qui ont développé une business unit pour fabriquer des sous-stations en mer. C'est les câbliers français, c'est les armateurs français, et c'est les centaines de sous-traitants sur tous les territoires. Et tout à l'heure, à midi, on organisera une conférence de presse pour présenter les résultats de l'Observatoire des énergies marines renouvelables, et vous verrez ce que ça représente en termes d'emploi, d'investissement, de richesses produites. 3 fermes éoliennes offshore sont déjà opérationnelles, 3 autres sont en construction, une est dans un processus d'autorisation, 2 sont en développement. Il y a des appels d'offres en cours pour 4 nouveaux projets, et tout ça, ça fait à peu près 8 gigawatts qui sont, si j'ose dire, dans les tuyaux, je devrais plutôt dire dans les câbles. La commission de régulation de l'énergie vient de rendre public le cahier des charges pour l'appel d'offres numéro 9, qui va permettre de sélectionner les lauréats des futures extensions. Et enfin, le gouvernement a lancé la procédure pour identifier les futures zones de déploiement de l'éolien en mer. Il y a eu un débat public qui a été organisé par la commission du débat public et qui doit, dans les jours qui viennent, rendre ses propositions. Du côté industriel et du côté du transporteur d'électricité, RTE vient de signer, c'était il y a quelques semaines à Saint-Nazaire, un contrat de 4,5 milliards d'euros avec les chantiers de l'Atlantique pour commander 3 sous-stations en mer, ce qui n'est quand même pas une petite commande. Je pense que la main de Xavier Piéchazic a peut-être un peu tremblé au moment de signer le bon de commande, mais c'est parti. C'est des années de travail pour les chantiers. Et puis du niveau européen,
la Commission a adopté, enfin l'Union européenne a adopté le règlement NZIA, qui est une première étape pour travailler au renforcement du contenu local dans les prochains appels d'offres. Enfin, je terminerai en disant, vous les avez entendus tout à l'heure, que les élus locaux, les régions, les villes sont extrêmement impliqués pour faciliter la construction d'écosystèmes et accueillir ces énergies renouvelables. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est à bord. Tout le monde est à bord. Mais maintenant, il faut regarder ce qui est devant nous. Et ce qui est devant nous, eh bien, c'est le lancement de cet appel d'offres numéro 9. Ce qui est devant nous, eh bien, c'est le choix par l'État des zones où on pourra développer l'éolien en mer et donc lancer le futur appel d'offres de 10 gigawatts. Les ministres, Bruno Le Maire, Roland Lescure, se sont engagés à faire ça au mois de septembre pour que l'appel d'offres puisse être attribué à la fin 2026. Mais, parce qu'il y a un mais, devant nous, il y a aussi les élections. Et c'est un événement politique très particulier qui arrive à un moment où il n'y a plus de programmation pluriannuelle de l'énergie, de sorte que le prochain gouvernement va avoir, si j'ose dire, les mains libres pour définir la politique de l'énergie de notre pays. La question est donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'un retour en arrière? Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'un arrêt complet de la machine? Un parti politique a annoncé lundi un moratoire sur l'énergie éolienne. Et un membre de ce parti politique a particulièrement pointé du doigt l'éolien offshore. Il a même indiqué, quand on l'a questionné sur les emplois qui pouvaient être mis en danger, que ce n'était pas très grave, parce que de toute façon, on pourrait réutiliser ces emplois ailleurs, et que si les usines voulaient vendre des nacelles et des pales dans d'autres pays européens, très bien, mais qu'il ne fallait pas qu'ils comptent sur le marché français pour leur offrir des débouchés. Je n'invente rien. Je vous renvoie à un article de l'Express qui citait cette phrase hier. Donc je repose la question, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète? Moi, je suis convaincu qu'il n'y a aucune fatalité politique. La démocratie, c'est les citoyens. Les citoyens, ils votent, ils choisissent des représentants. Quels sont les choix qui sont devant nous? Choisir moins de carbone ou plus de fossiles? Choisir plus de souveraineté ou moins de dépendance? Ou plus de dépendance, pardon. Choisir de l'énergie avec des coûts résilients ou alors des prix de l'énergie qui varient et qui affectent durement nos entreprises et les ménages. Dans ce contexte, notre boulot de syndicat, c'est de rappeler un certain nombre de réalités. Il y en a 7. 1. Une grande majorité de gens sont aujourd'hui extrêmement préoccupés par le changement climatique et ses effets. 2. Dans les pays qui n'ont pas d'énergie fossile sur leur territoire, la lutte contre le changement climatique qui passe par la décarbonation a aussi pour intérêt de produire sur le territoire national l'énergie que jusqu'à présent on importait. Donc ça crée de la stabilité, ça crée de la maîtrise. 3. Cette production sur le territoire national, elle crée de la richesse puisqu'on paye 60% d'énergie à l'étranger, on va la payer aujourd'hui, enfin demain on la paiera à des entreprises qui travaillent sur le territoire national. Tous ces points justifient la stratégie de la neutralité carbone à 2050. Alors pour y arriver, on sait tous qu'il faut beaucoup d'électricité, c'est mon 4e point, 4e réalité. On en a besoin, le parc nucléaire n'y arrivera pas tout seul, on a besoin de l'éolien offshore qui est un pilier essentiel, on en a besoin aujourd'hui et on en aura besoin demain et dans le futur. 5e, l'offshore, l'éolien offshore est largement soutenu par l'opinion publique, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, je crois que des navettes organisent des visites de touristes dans le parc de Saint-Nazaire. 6e, même sans programmation pluriannuelle de l'énergie, la France est engagée. Elle est engagée internationalement parce qu'elle a signé l'accord de Paris. Elle a participé à la COP28 et à un accord qui prévoit le triplement des capacités renouvelables dans le monde d'ici 2030. Elle est engagée à l'échelle européenne, elle a signé, elle a adopté la directive RED III. Et enfin, au niveau national, pour ce qui nous concerne ici, elle a signé un accord avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et dernier élément, le dernier mais pas le moindre, les bénéfices économiques de ce développement sont énormes, mais ils sont à la hauteur des pertes si on arrêtait tout maintenant. Notre secteur, aujourd'hui, qui doit multiplier par 11 la capacité connectée en 11 ans, c'est déjà 8000 emplois, 4 milliards d'investissements annuels et 9 millions de revenus fiscaux pour la commune de Saint-Nazaire et les communes, enfin disons pour le parc de Saint-Nazaire. Juste à côté de nous, là je pense aux salariés de General Electric qui sont en train d'attendre pour savoir de quoi leur futur sera fait. Ce futur, il dépend d'une ambition politique très claire. Je pense au chantier de l'Atlantique, je pense aux salariés de Siemens Gamesa, au Havre, à Cherbourg, et plus généralement à tous les acteurs de l'industrie qui sont concernés sur le territoire national. Une politique énergétique dans un pays, ça ne se fait pas sur des incantations, ça se fait sur des réalités. Ces réalités, mesdames et messieurs, elles sont extrêmement claires et elles devraient conduire n'importe quel décideur public rationnel à résolument soutenir l'accord qui a été passé, le pacte éolien en mer, cet objectif 45 plus 5 en 2050. J'ai confiance
J'ai confiance dans la cohérence du choix des Français sur cette question extrêmement importante. Et jusqu'au dernier jour, vous pouvez compter sur nous pour faire nos meilleurs efforts pour que finalement, avant d'aller voter, les citoyens soient éclairés de toutes les conséquences des choix qui leur sont proposés. C'est d'ailleurs ce que je commence à faire ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Thank you very much to everybody and thank you for your kind support. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules Nyssen du CER. Oh, je pense que vous pouvez laisser ça là. Ou pas. Thank you very much for listening.